C'est assez difficile d'imaginer un avenir au Parti socialiste aujourd'hui, sachant que le discours global du NFP, donc le parti de gauche majoritaire, enfin la coalition de gauche, généralement c'est un discours qui a toujours été porté par la France insoumise, donc une gauche qui est un peu plus radicale que ses contemporains. Parmi les grands partis de gauche, on peut citer donc, si on met de côté les filles, on a le Parti socialiste, on a Europe Écologie Les Verts. On a peut-être certaines formations un peu plus éclectiques, comme peut-être le NPA, Force ouvrière, ce genre de parti. Mais sinon, à peu près, on a ce triptyque entre ELV, le Parti socialiste et la France insoumise. Et avec le NFP, on a eu beaucoup d'interventions de Monsieur Olivier Faure, donc le secrétaire général du parti, qui d'ailleurs peut être vidéo de demain ou d'après-demain. Euh, il avait justement été interrogé sur les choix qui ont été faits par rapport au Parti Socialiste, par rapport au fait qu'ils se sont rangés dans une ligne qui est très largement comparable à celle de la France Insoumise, en termes de radicalité, en termes de tout plein de choses. On essaie de ne pas être normatif ou de ne pas être négatif, on essaie d'être objectif sur cette émission, mais vous connaissez un peu mon point de vue là-dessus. Je trouve que le Parti Socialiste est un peu en train de s'enfoncer parce qu'il n'arrive pas à se distinguer. Olivier Faure a beaucoup été critiqué là-dessus, mais au moins il a pu au moins se faire entendre, donc ça on peut pas lui enlever. Par contre, on a un autre dinosaure du Parti Socialiste qui est François Hollande, qui balance pas mal de balles perdues, que ce soit envers son parti, que ce soit envers le NFP, que ce soit envers Mélenchon. Mélenchon d'ailleurs, beaucoup de gens ne se sont pas privés de beaucoup le critiquer, à l'instar de François Ruffin. Donc c'est quand même très intéressant ce qui se passe. On a quand même François Hollande, donc je sais, j'ai beaucoup fait la blague de Flamby, en fait, ils savent plus qui mettre en avant, ils vont mettre en avant François Hollande. En fait, c'était plutôt une bonne idée en termes électoraux, puisque en termes électoraux, il y a une chose qui joue beaucoup, c'est la notoriété, surtout la notoriété passée, surtout la réputation passée. François Hollande a quand même eu pas mal de succès quand il était député, en Corrèze. Donc la Corrèze, ce fameux je crois même que c'était Chirac de base qui était le député de la Corrèze, qui était un des premiers députés de droite de la Corrèze. Ensuite, il a été talonné par François Hollande. C'est super intéressant ce qui s'est passé dans ces circonscriptions. Mais en tout cas, on est cet article de Ouest France. Donc, comme je vous le disais, François Hollande envoie pas mal de balles perdues au PS, au NFP, à la gauche en général. Il critique la radicalité, il critique la candidature unique, plein de choses. Donc, dans une interview qu'on va regarder, on a quelques extraits de vidéos à regarder. Mais d'abord, on va voir le titre. À gauche, la radicalité a montré ses limites. Hollande ne veut pas de candidature unique en 2027. L'ancien président de la République et actuel député de Corrèze a marqué dimanche ses différences avec la gauche incarnée par la France insoumise. Pour lui, le PS doit revendiquer le leadership intellectuel. François Hollande n'est pas favorable à une candidature unique à gauche à la présidentielle. Alors, c'est pas mal de spéculations par rapport à des choses qu'il dit. Déjà, on va commencer par regarder la vidéo. Aujourd'hui à l'Assemblée nationale, 72 députés insoumis, 66 socialistes. Comment revendiquer la première place pour les socialistes dans ce D'abord, je contexte-là? pense qu'il y a des membres de l'Assemblée nationale qui ne sont pas au groupe socialiste, mais qui pourraient y venir. Donc l'équilibre est, à mon avis, tout à fait atteint. Et deuxièmement, c'est l'avenir qui compte. C'est-à-dire, c'est de revendiquer la tête de la gauche, revendiquer le leadership intellectuel, de faire en sorte que ce soit sur nos propositions. Et c'est pour ça qu'il faut être autonome. Il faut chaque fois s'affirmer sur chaque sujet en tant que force socialiste. C'est quand même assez difficile. Là, pour ceux qui n'auront pas compris, c'est une référence directe à Olivier Faure, enfin quasi directe à Olivier Faure, le secrétaire général actuel du parti, qui s'est rangé dans une ligne un peu plus radicale. En fait, il s'est quasiment rangé derrière la France insoumise. C'est peut-être par intérêt électoral, dans le sens où le but du NFP a toujours le fait d'éviter que le Rassemblement national ne passe. Ce qui inclut le fait d'avoir des stratégies de désistement avec différents partis, avec différentes forces politiques. Donc Olivier Faure, il y en a qui l'ont accusé de pas mal se ratatiner. Je trouve que la réponse est à trouver un petit peu dans le juste milieu, c'est-à-dire oui, au niveau doctrinaire, il s'est pas particulièrement distingué, même s'il y a eu quelques pics de temps en temps sur le point de vue électoral. Donc au niveau doctrinaire, au niveau de la doctrine politique, au niveau des idées, le Parti socialiste ne s'est pas du tout distingué. Par contre, il y a eu quand même pas mal de prises de parole et on a rarement autant entendu parler du Parti socialiste que dernièrement avec le NFP. Comme quoi, il n'y a pas de mauvais marketing, il n'y a pas de mauvaise communication. Si on parle de toi, c'est bien, qu'importe le résultat. Enfin, pas qu'importe le résultat, mais si on parle de toi, c'est bien. Que le résultat
Assez peu. Le principal, c'est qu'on parle de toi, c'est que tu existes sur la scène médiatique. Plus il y a des articles sur toi, sur ton parti, sur ta formation politique, mieux c'est pour toi, en tout cas électoralement. Et là, François Hollande nous dit que le PS doit revendiquer le leadership sur pas mal de choses, ce qui est j'aime pas dire très compliqué, j'aime pas dire compliqué parce que c'est un mot qu'on utilise à tort et à travers pour dire que c'est impossible, mais là pour le coup, oui, c'est réellement impossible puisque le PS, et en plus, le PS s'est largement effondré dans les intentions de vote, mais c'est cette idée de mettre en avant la candidate Anne Hidalgo aux élections de 2022, mais quelle idée, franchement, quelle idée. Il y avait ça, il y a aussi le fait que, bien évidemment, on a le coupable lui-même qui est en train de nous parler, qui est en train de nous faire les leçons, c'est-à-dire François Hollande, qui a mis en avant, qui a mis en place des réformes les plus néolibérales qu'on ait vues depuis peut-être François Mitterrand. La loi travail, la loi El Khomri, et les lois Macron, qui sont pas du tout les mêmes lois, hein. Il y en a beaucoup qui les confondent, c'est pas du tout la même chose, mais c'est quand même, c'est quand même deux projets de loi qui sont à peu près dans le même esprit, c'est-à-dire néolibéralisme pur. Pour un parti qui se dit socialiste, pour le parti de Jaurès, c'est quand même assez cocasse, on va dire. Et c'est même lui qui a donné naissance à Macron, hein, pour ceux qui ont tendance à l'oublier, hein, le macronisme est l'enfant bâtard du socialisme du PS. Parce que socialisme de base, c'est pas ça. Enfin, le PS n'est pas du tout un parti socialiste, hein, faut arrêter de déconner. Le PS est un parti social-démocrate. Si on s'en tient à son image aujourd'hui et les idées qu'il représente, c'est plutôt un parti social-démocrate. D'ailleurs, je serais très curieux de savoir ce que Olivier Faure aurait à dire sur les pérégrinations de Monsieur Hollande à la présidence avec avec ses lois néolibérales. Donc, je serais très curieux de le voir. En plus, le PS, ils ont toujours revendiqué le fait d'être un peu plus modéré. Pardon. Par contre, ils s'inscrivent à fond dans une ligne qui est quasiment postmoderne, hein. C'est-à-dire, on va pas défendre, c'est la ligne de Terra Nova, c'est-à-dire, on va pas défendre les travailleurs parce que c'est des gros racistes, on va plutôt défendre les quartiers, les minorités, tout ça. Ils se sont inscrits en plein dedans. D'ailleurs, le rapport Terra Nova, ça vient du Parti Socialiste. Donc, comment est-ce qu'ils peuvent revendiquer quoi que ce soit après tous ces échecs? C'est quand même assez... Et surtout le fait de réclamer, donc je reviens sur ce que M. Hollande disait, le fait de réclamer le leadership, en gros le lead, le réclamer le fait d'être à la barre, pour utiliser une expression plus française, comment? C'est très difficile, surtout après ce qu'on va appeler plus tard la période Olivier Faure, où en gros les positions du PS, en tout cas quand il parle sur les plateaux, les positions du PS et les positions de la France Insoumise sont quasi identiques. Très difficile de les distinguer. Donc, comment est-ce qu'ils peuvent revendiquer un leadership sur quoi que ce soit? Je pense que François Hollande se berce d'illusions par rapport au fait, par rapport à avant, quand il y a eu cette brève période dans l'histoire de la République française où on a eu des deux partis qui étaient quasiment en situation de bipartisme, hein. C'est-à-dire, une fois c'était l'UMP, ensuite LR, ensuite c'était Parti Socialiste, un peu une espèce de bipartisme, un peu comme on trouve dans plein d'autres pays dans le monde, mais surtout aux États-Unis. Et le PS est tombé bien bas. Voilà. Surtout avec la candidature de Anne Hidalgo, mais je comprends toujours pas, franchement. Est-ce que c'est le fait de dire waouh, regardez, trop bien, on présente une candidate femme, ça va être trop cool. Est-ce que c'est ça, ou alors c'est. Parce que j'ai pas d'autre explication, c'est soit le Parti Socialiste est aussi idiot que ça, soit il y a un comité, je sais pas comment il fonctionne, mais un comité qui a décidé d'investir Anne Hidalgo, qui se sont dit ça va être trop drôle, vous allez voir une l'air. Je sais pas. Et pas chercher l'union pour l'union sur des positions qui ne sont pas les nôtres. Mais est-ce que l'époque n'a pas changé? Est-ce qu'elle n'est pas Encore une fois, Olivier Faure, complètement, Olivier Faure. Parce que je vous rappelle qu'il y a des socialistes et des radicaux de gauche, radical de gauche, ça veut dire centre-gauche, en général, qui ne se sont pas du tout alliés au NFP, et surtout au NFP, pardon. Et surtout, on a eu des gens qui sont au niveau doctrinaire, qui sont entre PS et LFI, qui se sont pas du tout rangés du côté du NFP. Donc, finalement à la radicalité, que ce soit de la part du Rassemblement National ou de la France Insoumise? Non. En tout cas, à gauche, la radicalité, elle a montré ses limites. Mais ça fait 2 fois que Jean-Luc Mélenchon est candidat à la présidence de la République, 2 fois qu'il ne parvient pas au 2e tour. Et quand on voit ce qui se passe au sein de la France Insoumise, c'est-à-dire le procès en sectarisme, en communautarisme et en marginalité, il est clair que c'est la dimension socialiste qui doit, au sein de la gauche, avec les écologistes et avec d'autres, être la première. Alors,
Dans un monde idéal, peut-être qu'il aurait raison. Parce que là, mais pique directement lancé à monsieur Jean-Luc Mélenchon, qui est le leader de la France Insoumise, qui est le parti avec qui a le plus d'influence au NFP. En tout cas, c'est l'impression qu'il donne. C'est mon avis. Mais c'est une pique directe à, à Mélenchon qui est assez marrante à voir. Je serais, alors dans un monde idéal, si on met de côté les réalités électorales en France, c'est-à-dire le fait que le PS s'est complètement ridiculisé pendant la deuxième partie de la présidence de Hollande, et ce qui fait que il a quasiment ruiné tout espoir pour ce parti d'atteindre un jour la présidence. Si on met ça de côté, je trouve qu'il a plutôt raison, dans le sens où si la France Insoumise n'était pas aussi puissante au sein du NFP, s'il était absent du NFP, bon, déjà ils auraient fait beaucoup moins de voix, certes, mais en tout cas ils n'auraient pas été mis de côté comme ils ont été mis de côté au moment où il y avait on parlait de la décision de choisir de désigner un Premier ministre. Ce qui fait peur au NFP, c'est Mélenchon. C'est clairement Mélenchon, c'est clairement la France Insoumise, c'est plein d'éléments empruntés à l'anticapitalisme qui font peur. Chez la France Insoumise, qu'importe ce qu'on pense de ce parti, moi je dis pas qu'encore une fois je précise pour ceux qui connaissent pas nécessairement ma chaîne, je ne dis pas mon avis, hein, je dis juste ce qui peut transparaître par rapport aux discussions. Et c'est clair que l'image de Mélenchon fait peur. On se dit, comment est-ce qu'un gars comme ça pourrait être président de la République, il ne donne pas l'image d'un président de la République? Et surtout, en fait, c'est des éléments de langage anticapitaliste, c'est tout ce qui fait croire à quelqu'un qui s'y connaît pas nécessairement, quelqu'un qui connaît pas nécessairement le parti, son histoire, il va se dire, en fait, ces gens-là, ils veulent instaurer l'URSS. Il y a peut-être des gens qui sont assez psychotiques pour se dire ça, surtout en écoutant ce qu'en disent les autres partis. Donc, en fait, c'est quand même facile. La France Insoumise ne s'est pas du tout donné une image de parti présidentiable. Mélenchon n'est pas un homme présidentiable. C'est un tribun, il parle très bien, il s'exprime très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ce n'est pas un homme présidentiable, entre guillemets, contrairement à d'autres. Olivier Faure, il est plutôt présidentiable, je trouve, même s'il a à peu près les mêmes idées que Jean-Luc Mélenchon, en a 2% plus modéré. Mais il est plus présidentiable, en fait, il se tient mieux. On a l'impression que c'est un gars qui va plus aller dans la négociation, parce que, qu'on soit clair, Mélenchon, on ne l'imagine pas du tout président de la République. Pareil pour toutes les personnalités de la France Insoumise, on n'imagine aucun être président de la République. C'est ça le problème, là. Donc c'est une image qui fait peur. Sachant que... Et ensuite, il parle des procès en sectarisme, tout ça, comme quoi c'est un parti un peu totalitaire, c'est pas tout à fait faux. Sinon, on n'aurait pas eu des gars comme François Ruffin qui se sont barrés, comme tous ceux qui ont été... Je crois Alexis Corbière était dans le tas. Tous ceux qui ont été balancés, qui ont été mis de côté... parce que ils étaient trop critiques envers le chef. J'ai un peu de mal à y croire. Je suis sûr qu'il y a... On saura jamais, malheureusement, parce que c'est une boîte noire, ce qui se passe à l'intérieur des partis. Mais je serais très curieux de connaître les vraies raisons. Les vraies raisons de pourquoi est-ce qu'on a eu cette purge. Alors, donc le texte de l'article ne nous dit pas grand-chose de plus que la vidéo. Il a fustigé le procès en sectarisme, communautarisme et marginalité. Donc les tensions direct entre LFI et le député François Ruffin qui a rompu avec la France Insoumise. C'est pas le seul, hein, c'est pas le seul. On parle beaucoup de Ruffin parce que il a son poids. Enfin, Ruffin, il fait partie des, on va dire, la trinité des personnalités de gauche en France. Avec, avant c'était Quatennens, Mélenchon et lui, il fait partie des personnalités de gauche les plus notoires. Donc il y a Bompard aussi qui se démarque pas mal. Il y a de gauche en France, il y a une gauche radicale qui existait même avant le Parti communiste, puis avec le Parti communiste, puis aujourd'hui avec Jean-Luc Mélenchon, puis demain avec d'autres, il y a une gauche réformiste qui, elle, doit être la première. Dans un monde idéal, pour lui, enfin vraiment là pour le coup. Et en plus, est-ce qu'on peut traiter le Parti communiste de gauche radicale aujourd'hui? Non, pas du tout. Le Parti communiste français, un chouïa plus à gauche que le Parti socialiste. Je parle du Parti socialiste de maintenant, pas le Parti socialiste d'il y a quelques années, de 2016-2017. Sauf que ça reste un parti social-démocrate au relent très légèrement populiste, hein, le PCF. Alors, je n'ai jamais été favorable à la candidature unique à gauche. Interrogé sur la présidentielle 2027, François Hollande estime qu'il faudra prendre une personne en meilleures conditions pour gagner. Elle doit être socialiste ou proche du Parti socialiste. Elle doit s'adresser à tous les Français pour être majoritaire. Il n'écarte pas sa propre candidature non plus, donc ça, c'est dans la deuxième vidéo qu'on va regarder tout de suite. J'espère que le volume est assez élevé. Mon pays, en choisissant la bonne personne. Qu'est-ce qui ferait que vous pourriez ne pas être candidat? Parce que vous l'avez déjà été, on sait que c'est un objectif qui avait été le vôtre. Pourquoi le repousser cette fois-ci? Mais ce que je veux dire, c'est que en 2027, il faudra prendre la personne qui a le plus de conditions pour gagner. Elle doit, à mon avis, être socialiste ou proche du Parti socialiste.
Elle doit s'exprimer à partir d'une volonté majoritaire, parce qu'il ne faut pas simplement s'adresser aux électeurs de gauche. Alors, je ne sais pas s'il parle de lui, mais si François Hollande se présente et qu'il l'emporte au second tour, Bardella sera président. Il n'y a aucune entourloupe. Pas moyen de le dire autrement. Il faut s'adresser à la personne qui a le plus de conditions pour gagner. Elle doit, à mon avis, être socialiste ou proche du Parti socialiste. Elle doit s'exprimer à partir d'une volonté majoritaire, parce qu'il ne faut pas simplement s'adresser aux électeurs de gauche. Il faut s'adresser à tous les Français pour être majoritaire, ce que j'ai démontré. Et enfin, il faut être sur un programme, et c'est ce que je regarderai, qui permette d'avoir cette crédibilité et de ne pas décevoir, puisque c'est toujours la même question. Et si on en promet trop, ça peut convaincre. Si on n'en promet pas assez, ça peut décevoir. Mais si on ne fait pas, c'est plus grave encore. Pour être clair dans votre réponse, la phrase qu'il vient de prononcer peut être prononcée par littéralement n'importe quel candidat à n'importe quel moment de l'histoire de la République. Vous dites plus jamais candidat à la présidentielle ? Je n'ai pas dit ça, donc vous n'avez pas forcément bien noté les éléments de ma réponse. Ouais. Ce que j'ai dit, c'est que comme je n'ai pas d'ambition qui serait inassouvie, puisque j'ai déjà été président, je me mettrais dans la disposition d'esprit de servir mon pays en choisissant la bonne personne. En fait, il vient de pas dire grand-chose, si ce n'est qu'il n'a pas exclu réellement. Si vous écoutez bien la vidéo, il n'a pas vraiment exclu le fait de se présenter. Il a juste dit j'ai pas d'ambition inassouvie, en gros. Alors, le gars, c'était une ambition à assouvir, en fait, c'était une pulsion à assouvir, que le fait d'être président de la République. Il dit qu'il n'a pas d'ambition à assouvir, donc en gros, il n'y a pas de raison qu'il se présente à la présidence de la République, mais c'est pas pour ça que les gens se présentent comme président de la République. Les gens qui se présentent comme pour être président, généralement, c'est parce qu'ils peuvent, parce qu'ils ont potentiellement les moyens de gagner. Surtout une histoire de pouvoir, en fait. Donc François Hollande, je pense qu'il y a moyen qu'il discute, qu'il essaie de négocier, de négocier dans les couloirs pour que ce soit lui qui soit investi par l'ENFP, le Parti Socialiste. On verra quelle formation de gauche est susceptible de présenter des candidats. Alors, il dit « Je n'ai jamais été favorable à la candidature unique à gauche ». D'ailleurs, les deux seuls présidents de la République de gauche qui ont été élus l'ont été avec une pluralité de candidatures, a-t-il appuyé. Ce fut le cas de François Mitterrand et de François Hollande lui-même. Contrairement à la France insoumise, l'ex-président ne souhaite pas précipiter les chances de la présidentielle. Nous devons aller jusqu'en 2027 dans la mesure où le PS n'a pas suffisamment travaillé. Pas suffisamment travaillé. Si, c'est juste qu'il l'a pas bien fait, parce que bon, avant il était confronté, en fait, aujourd'hui il est confronté à un double problème qui peut se transformer en avantage. Le PS, premier problème, c'est que toutes les positions modérées du PS, et c'est l'image que le PS s'est donnée après le succès, les débuts de la France insoumise, c'est l'image d'un parti de gauche modéré, un parti social-démocrate assez classique. Le problème, c'est qu'il y a Macron qui a débarqué entre-temps, et Macron... toutes les positions modérées entre guillemets du PS, il y a beaucoup de gens qui étaient du PS qui ont rejoint Macron parce que ceux qui sont revenus la queue entre les jambes, mais sur le moment il y avait ce problème et c'est pour ça que le PS a perdu autant de puissance, d'influence, à part dans les collectivités, y compris les régions, mais bon, ça c'est discussion pour une autre fois. Mais le PS en tout cas, le problème c'était Macron, c'est que il y avait la France insoumise, il y avait Macron. Donc entre les deux, le PS avait beaucoup de mal à exister, sachant que il y avait aucune raison d'exister, sachant qu'il y avait Macron qui était centriste et la France insoumise qui était de gauche. Ça c'était le premier problème. Ils ont mis en avant Hidalgo, c'est peut-être un troisième problème, le fait qu'ils ont mis en avant Hidalgo, qui en fait les gens se disaient pourquoi est-ce qu'on voterait Hidalgo et pourquoi est-ce qu'on voterait pas Macron, puisque les deux sont plus ou moins sensiblement les mêmes. Le deuxième problème, donc plus contemporain, c'est comme je vous le disais, la situation avec le Parti Socialiste actuel d'Olivier Faure. Sauf que ça pourrait se transformer en avantage s'ils sont suffisamment intelligents pour vraiment capter un électorat. Ils pourraient capitaliser, je pense que c'est ce que François Hollande est en train de faire, ils pourraient capitaliser sur le fait que la France insoumise se sont complètement éclatés et qu'ils sont pris quand même un gros coup à leur réputation après le départ de Ruffin, après tout le scandale autour des candidatures qui n'ont pas été réinvesties une seconde fois, avec les circonscriptions, ils ont placé des gens un peu sortis de nulle part, enfin des syndicalistes, des gens d'associations, plutôt que les gens qui étaient là avant, qui ont de l'expérience. Les Corbières, Ruffin, tout ça. Ruffin, je me rappelle
plus... j'avais pas trop suivi cette histoire, c'était pas très intéressant. Il y avait le côté scandale, mais c'était pas plus intéressant que ça. Donc voilà, il y a ce double problème. D'un côté, il y avait eu Macron, et là maintenant, il y a la France Insoumise avec le NFP. Faut qu'ils réussissent, mais c'est quand même assez optimiste, faut qu'ils réussissent à tourner la chose à leur avantage pour essayer de tirer quoi que ce soit de ces dernières années. Donc on va voir comment est-ce qu'ils vont se débrouiller. Il y a moyen que François Hollande, puisqu'on entend beaucoup parler de lui, enfin on a toujours entendu parler de lui, mais en ce moment beaucoup plus. Je vous rappelle que c'est le gars qui a quand même enchaîné les conférences, il a écrit des bouquins, il a fait beaucoup de choses après sa présidence. Bien sûr, il n'a pas siégé au Conseil constitutionnel, parce que les présidents généralement ne le font pas par coutume dans la 5ème République. Mais il était très actif en fait, il y a même des fois il donne l'impression d'être plus actif aujourd'hui que quand il était président, alors que c'est pas vrai, il a quand même fait pas mal de choses quand il était président de la République. Donc on va voir s'il va plus s'investir dans le Parti socialiste qu'avant. Moi en tout cas j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On se dit potentiellement à demain pour la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez le temps d'en rire un bon coup, de toute façon ça vaut toujours la peine. Salut.